Mon frère a déclaré, ta femme est maintenant à moi et elle est enceinte de mon enfant. J'ai donc détruit leur vie petit à petit. J'ai forcé ma femme à me transférer ses actions. Mon frère a été mis sur liste noire et a perdu sa carrière. La fin de mon monde n'a pas été brutale. Elle est venue avec 2 bouts de papier entre les mains des 2 personnes que j'aimais le plus. L'un était une lettre clinique impeccable d'un spécialiste. Sa police stérile confirmait une vérité que je redoutais depuis 1 an. L'autre était une pile de documents juridiques soigneusement agrafés au coin. Son but était tout aussi clinique, mais infiniment plus brutal. C'étaient des papiers de divorce. Et le comble de la cruauté, c'est que je les ai reçus tous les 2 le même mardi après-midi. Le jour où j'ai enfin trouvé le courage de dire à ma femme Claire que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfant, c'est le jour où elle m'a annoncé la fin de notre mariage. J'ai cru que j'allais lui briser le cœur. En fait, elle n'attendait que le bon moment pour pulvériser le mien. Revenons en arrière. Je m'appelle Ethan et, ces 10 dernières années, mon plan de vie était simple, construire une belle vie, une carrière stable, des fondations solides, puis fonder une famille avec Claire. Je suis ingénieur en structure. Je passe mes journées à calculer les capacités de charge et les tolérances aux contraintes. Je crois en la solidité des fondations. Je croyais que notre mariage, nos 8 années ensemble, était le fondement. J'étais un imbécile. Je vivais dans une maison construite sur un gouffre. Le diagnostic d'infertilité avait été un processus lent et humiliant. 1 année de rendez-vous, de tests invasifs et de conversations à voix basse et bienveillantes avec des médecins qui traitaient mon corps comme un schéma imparfait. Je l'ai caché à Claire. Non pas par menteur, mais par lâcheté. Comment dire à la femme qu'on aime, dont le rêve le plus cher est d'être mère, que la seule chose qu'elle désire le plus est la seule chose qu'on ne peut pas lui donner? Chaque soir, je la regardais faire défiler les photos des bébés de son ami sur Instagram. Son visage était un mélange de désir et d'espoir, et ce secret me semblait une tumeur au ventre, pesant chaque jour davantage. Ce mardi-là, je suis rentré de mon dernier rendez-vous chez l'urologue. La lettre était pliée dans ma poche comme une condamnation à mort. J'allais le faire. J'avais répété les mots, l'ouverture en douceur, les assurances que nous avions d'autres options, que cela ne changeait rien à mon amour pour elle. Je suis entré dans notre cuisine minimaliste immaculée, un espace que j'avais moi-même aménagé, et je l'ai trouvé là. Elle ne me regardait pas. Elle regardait mon jeune frère, Léo. Léo était assis à notre îlot central, une bière à la main. Ce n'était pas inhabituel. Léo était toujours là. Il était l'artiste, l'esprit libre, le contrepoint charmant et perpétuellement fauché à mon existence stable et prévisible. J'avais été son filet de sécurité toute sa vie. Co-signataire de son bail d'appartement, lui prêtant de l'argent qu'il ne remboursait jamais, lui offrant une épaule sur laquelle pleurer après chaque échec de sa tentative d'enrichissement. C'était mon frère. C'est comme ça qu'on fait. Dis donc, dis-je d'une voix tendue. Ma grande confession déchirante était gâchée par la beuverie de Léo. Claire se tourna enfin vers moi. Son visage était pâle, son expression indéchiffrable. Elle tenait une enveloppe. Ethan, dit-elle d'une voix si monocorde que j'en avais peur. Il faut qu'on parle. Elle glissa l'enveloppe sur le comptoir en marbre. Elle ne venait pas de la banque. Elle avait un en-tête d'avocat. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Divorce. Le mot m'est venu à l'esprit. Brutal et violent. Des différences irréconciliables. Un partage équitable des biens. Mon cerveau n'arrivait pas à le traiter. C'était comme essayer de lire une langue étrangère. Claire, réussis-je. Ma voix était un murmure. Ça ne marche pas, Ethan, dit-elle, les mots jaillissant d'une précipitation qu'elle avait visiblement pratiquée. Je ne suis pas heureuse. J'ai l'impression d'étouffer. J'ai besoin de me retrouver. C'était une cascade de clichés, un scénario de rupture tiré d'un mauvais film. Mon regard passa d'elle à Léo, soudain fasciné par l'étiquette de sa bouteille de bière, refusant de me regarder dans les yeux. C'est alors qu'une première pointe de suspicion glaciale perça le choc. Y a-t-il quelque chose? Quelqu'un d'autre? Lui demandai-je, le regard toujours fixé sur mon frère. Non, dit-elle trop vite. Ne sois pas ridicule. Il s'agit de moi, de nous. Et puis Léo, mon frère charmant et irresponsable, leva enfin les yeux. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air soulagé. Et dans ses yeux,
Je voyais la vérité. Je n'avais pas besoin d'aveu. J'avais tout vu. Les nuits tardives où ils squattaient notre canapé. La façon dont Claire et lui avaient commencé à finir leurs phrases, les blagues privées auxquelles je n'avais jamais participé. Les 2 documents les plus importants de ma vie étaient entre mes mains. L'un m'annonçant que je ne pouvais pas fonder de famille, l'autre que je n'en avais plus. Ma femme me quittait pour mon frère. Et tandis que cette réalité s'installait en moi, une seconde pensée, encore plus hideuse, commença à se former, une possibilité si monstrueuse que je pouvais à peine l'admettre. « Tu es enceinte » dis-je. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, une ultime horreur. Calcul. La main de Claire se porta à son ventre encore plat, un geste purement instinctif et protecteur. L'expression de choc-panique sur son visage était la seule confirmation dont j'avais besoin. Elle n'avait pas encore prévu de me le dire. Elle allait d'abord divorcer, établir son récit de malheur, puis, des mois plus tard, annoncer la naissance de son bébé miracle avec son nouvel amour, mon frère, en prétendant que tout cela n'était qu'un beau et inattendu coup du sort. Mais j'avais ruiné le scénario. J'étais entré dans la première scène de leur nouvelle vie. Je n'avais pas crié. Je n'avais rien jeté. Un calme étrange et terrifiant m'envahit. L'ingénieur en moi prit le relais, évaluant la catastrophe structurelle. Les fondations avaient disparu. Les murs porteurs avaient été pulvérisés. Toute la foutue structure s'écroulait. « Sortez » dis-je d'une voix si basse qu'elle n'était qu'un murmure. Tous les 2, sortez de chez moi. Cette nuit-là, seul dans l'espace silencieux et caverneux qui était censé être notre maison, je n'ai pas pleuré. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le choc s'était dissipé, laissant derrière lui quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Ils ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient tenté de me ridiculiser. Ils avaient prévu de m'effacer systématiquement de leur histoire pour construire leur nouvelle vie sur les décombres de la mienne, financée par mes biens dans la maison que j'avais construite. Ils pensaient me connaître. Ils me croyaient prévisible, sûr, celui qui finirait par accepter la situation pour la paix familiale. Ils avaient raison. J'avais été cet homme. Mais cet homme est mort cet après-midi-là dans la cuisine. Ils avaient déclenché une guerre, mais ils ignoraient totalement qui ils combattaient. Ils ont vu un ingénieur. Ils allaient rencontrer un architecte de la ruine. Ma vengeance ne serait ni rapide ni émotionnelle. Ce serait un projet méticuleusement planifié, multidimensionnel, conçu pour démanteler leur vie avec la même précision que j'ai utilisée pour concevoir un gratte-ciel. Je ne les toucherai pas. Je ne les menacerai pas. Je détruirai simplement morceau par morceau toutes les fondations que je leur avais jamais offertes. Et je le ferai. Regardez-les s'effondrer sous leur propre poids. Première phase, l'expulsion, leur silence était assourdissant. Pendant 2 semaines, je n'ai rien entendu. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un courriel furieux. Ils laissaient retomber la poussière, espérant que je me réfugierais dans un chagrin silencieux et digne. Ils sous-estimaient le pouvoir de la rage pure et sans mélange canalisé dans une planification méthodique. Ma première cible était Léo, mon frère, l'artiste. Toute son identité était liée à ce personnage. Il vivait dans un studio loft branché du centre-ville, un espace avec de hauts plafonds et des briques apparentes qui respiraient le génie créatif. Ce que personne ne savait, pas même nos parents, c'est que c'était moi qui payais. 2 ans plus tôt, il était venu me voir avec une histoire de soba, à propos d'une grosse commande qui allait bientôt arriver et de la façon dont il se retrouverait sans abri s'il ne parvenait pas à obtenir le loft. Le propriétaire exigeait un cosignataire avec une cote de crédit parfaite et des revenus conséquents. J'ai signé le bail et, pendant 2 ans, j'ai payé directement la gérance. Léo me donnait parfois quelques centaines de dollars lorsqu'il vendait un tableau. Il disait à tout le monde qu'il le payait lui-même. C'était essentiel pour son image. J'ai passé la première semaine à rassembler les documents, le bail signé avec mon nom comme principal loyer, les relevés bancaires attestant de 2 ans de paiements ininterrompus sur mon compte. Je n'étais pas seulement son cosignataire légal. J'étais le locataire. Il était mon sous-locataire sans accord écrit. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de mail. Ce serait trop facile. J'ai consulté un avocat et j'ai fait rédiger un avis d'expulsion officiel. Il lui donnait 30 jours pour quitter les lieux pour non-paiement du loyer au locataire principal, c'est-à-dire moi. C'était froid, légal et absolument irréfutable. Le plus amusant,
c'était de lui remettre la vie. Je savais grâce à ses réseaux sociaux qu'il organisait un salon prétentieux dans son atelier tous les 3e jeudis du mois, où lui et ses amis artistes, tout aussi fauchés, buvaient du vin bon marché et parlaient de déconstruction du capitalisme. J'ai engagé un huissier professionnel, un costaud et sans prétention. Un type nommé Stan. J'ai donné à Stan une photo de Léo et un billet de $100 tout neuf. Je veux que tu lui remettes ça au milieu de sa fête. J'ai dit à Stan, sois poli, mais parle fort. Fais en sorte que tout le monde entende qu'il est expulsé. Stan a souri. Avec plaisir. Je n'y suis pas allé moi-même. Je n'en avais pas besoin. Mon ami Dave, celui-là même qui m'avait mis en garde contre une précipitation avec Claire, est venu me voir comme mon espion. Il m'a décrit la scène plus tard, et c'était plus glorieux que je n'aurais pu l'imaginer. Léo tenait la cour, un verre de vin rouge à la main, pontifiant sur l'authenticité de l'artiste en difficulté. Stan est entré, s'est faufilé à travers la foule de hipsters et a poussé un cri. Léo Morrison, Léo, gonflé d'orgueil, a dit « C'est moi ». Tu as été servi, a annoncé Stan en lui tendant les papiers. La salle entière est tombée dans le silence. Le visage de Léo, a dit Dave, est passé de la suffisance à une blancheur immaculée dans un encon. Il essaya d'en rire, de faire comme si c'était une blague, mais Stan ne plaisantait pas, c'est un avis d'expulsion, monsieur, dit Stan, sa voix résonnant dans tous les recoins du loft. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux suite à une rupture de contrat de sous-location. Le mot « sous-location » flottait dans l'air. L'illusion de l'artiste indépendant à succès vola en éclats devant tout son public d'admirateurs. Il n'était pas maître de son domaine. Il était l'œuvre caritative de son ennuyeux frère ingénieur, et l'œuvre venait de se tarir. Les conséquences furent immédiates. Mon téléphone explosa sous les appels de mes parents. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Il sera à la rue et Claire enceinte. Que je lui ai dit calmement n'est pas mon problème. Il a 30 jours pour se débrouiller. C'est un grand garçon. Claire appela ensuite. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis ce jour-là dans la cuisine. Elle était furieuse. C'est une nouvelle épreuve, Ethan. Mettre son propre frère à la porte alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Il est sur le point de devenir père. C'est cruel. Cruel? J'ai ri. Un rire sec et sans humour. Tu veux parler de cruauté, Claire? La cruauté, c'est laisser un homme subir pendant 1 an des examens médicaux invasifs et humiliants pour un problème dont tu sais qu'il n'a pas parce que tu couches avec son frère. Mon bail est terminé. C'est tout. Ce ne sont que des affaires. J'ai raccroché. Le premier pilier de leur nouvelle vie, l'image soigneusement soignée de Léo et sa maison, avait été démolie. Mais je ne faisais que commencer. Ce n'était que les fondations de mon chef-d'œuvre de vengeance. Phase 2, la déconstruction. Ils ont emménagé chez mes parents. Je savais qu'ils le feraient. C'était leur seule option. Léo, l'artiste raté, et Claire, l'ex-femme enceinte et au chômage, tous entassés dans l'ancienne chambre d'enfance de Léo. J'imaginais le ressentiment latent, l'exiguïté, l'érosion lente et fulgurante de leur histoire romantique et rebelle. Leur grande histoire d'amour était désormais une farce domestique se déroulant sous le regard désapprobateur de notre mère. Pendant les mois qui ont suivi, je me suis évanoui. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai fait de la gym et j'ai continué mes séances de planification nocturne. Mon projet entrait dans sa 2e phase, dont j'ai moi-même appelé la déconstruction. Cette phase visait Claire. Le rêve de Claire avait toujours été de posséder une boutique de mode haut de gamme. Elle avait un goût impeccable. Je lui accorde ça. 2 ans après notre mariage, elle m'a présenté un business plan complet. Il était impressionnant, détaillé et entièrement dépendant d'un prêt de démarrage colossal. Aucune banque n'y toucherait sans un garant disposant d'actifs importants. Alors, j'ai fait comme d'habitude, j'ai signé. J'ai donné notre maison, ma maison, en garantie. Je n'ai pas seulement co-signé. J'étais associé à 50% sur le papier, un commanditaire passif qui a investi ses propres économies dans l'entreprise pendant la première année pour la maintenir à flot. La boutique l'a été son bébé bien avant qu'elle ne soit enceinte de mes frères. C'était son identité, son symbole de statut social. Je les ai laissés se sentir à l'aise. J'ai appris par le bouche à oreille que Claire envisageait de la reprendre. La boutique jusqu'à la naissance du bébé. Léo allait donner un coup de main,
son nouveau rôle étant celui d'un simple vendeur dans l'arrière-boutique. Il construisait une nouvelle vie, une petite famille courageuse face au monde. Ma première décision fut de convoquer une réunion du conseil d'administration. En tant qu'associé à 50%, j'en avais le droit. Le conseil d'administration était composé uniquement de moi, Claire, et de notre comptable dévoué, un certain Georges. J'ai pris rendez-vous chez mon avocat. Claire et Léo sont arrivés ensemble, unis. Claire semblait stressée, la grossesse ne lui convenant pas. Léo avait juste l'air renfrogné. « De quoi s'agit-il, Ethan ?» demanda Claire, les bras croisés sur la poitrine. « Il s'agit de l'avenir d'une griffe, dis-je. »« Que du travail !» Je glissai un dossier sur la table. Georges faisait les comptes. La boutique n'a pas réalisé de bénéfices depuis 3 ans. En fait, elle a enregistré une perte importante, une perte financée par des injections directes de liquidités provenant de mes comptes personnels. J'avais tous les virements, tous les reçus. Georges, un homme qui privilégiant les chiffres au drame, j'ai hoché la tête d'un air sombre. Les frais généraux sont trop élevés et les revenus trop faibles. Ce n'est pas tenable. Je propose une nouvelle orientation, ai-je poursuivi d'une voix calme. Nous devons réduire les coûts drastiquement. Cela implique de renégocier le bail du bien immobilier de premier ordre que vous occupez. Cela implique de réduire le budget marketing. Cela implique de réduire les stocks. Et cela implique une révision complète de toutes les dépenses de l'entreprise. C'était la partie que j'attendais. J'avais fait examiner les comptes de la boutique par un expert comptable judiciaire. Ce qu'il a découvert n'était pas surprenant, mais c'était magnifiquement accablant. Claire utilisait le compte professionnel comme caisse noire personnelle depuis des années. Il y avait des frais pour des dîners somptueux avec Léo, des escapades de week-end dont j'ignorais tout, des cadeaux coûteux, le tout passé en revue comme du développement commercial ou des divertissements pour les clients. J'ai étalé les documents sur la table. Par exemple, ce dîner à $2000 dans un restaurant étoilé Michelin. Le client est Elle Morrison. J'ignorais que mon frère était un client clé d'une marque de mode féminine. Boutique, Claire. Son visage est passé du pâle au rouge cramoisi. Léo a tressailli comme si je l'avais giflé, lui et cette facture pour un massage en couple dans un spa du nord de l'État. J'ai continué en l'entourant d'un stylo rouge. Quel genre de stock vous approvisionniez-vous là-bas? Le piège était tendu. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de fraude. En tant que co-signataire et associé, je suis responsable des dettes de cette entreprise, ai-je dit d'une voix plus dure. Et il semble que cette entreprise ait servi à financer un style de vie frauduleux, sans parler d'une liaison conjugale. Cela vous expose à de lourdes responsabilités juridiques et financières. Claire, la banque, le fisc, ils ont tendance à voir ce genre de choses d'un mauvais œil. J'ai laissé planer la menace. Cependant, ai-je dit en me penchant en avant, je suis un homme raisonnable. Je suis prêt à dissoudre notre partenariat. J'assumerai les dettes de l'entreprise, et en échange, vous me céderez vos 50% des parts. Vous repartirez sans dette. Pas de dette, pas de poursuite judiciaire. Problème. Claude devient ma propriété exclusive. C'était un échec et mat. Soit elle se battait contre moi, risquant une bataille juridique qui révélerait sa fraude et la ruinerait probablement, soit elle abandonnait son rêve, son identité et son statut. Elle regarda Léo, cherchant du soutien. Mais il était inutile, les yeux rivés sur ses chaussures. Il n'avait pas de réponse. Il n'en avait jamais. Elle signa les papiers. Sa main tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Elle sortit de ce bureau, n'étant plus propriétaire d'une boutique. Elle n'était plus qu'une femme enceinte au chômage vivant dans la chambre d'amis de ses beaux-parents. J'ai fermé la boutique le lendemain. Je ne l'ai pas vendue. Je n'ai pas cherché à la rentabiliser. J'ai simplement liquidé les actifs. J'ai vendu les robes de créateurs à prix cassé. Les meubles sur mesure pour une bouchée de pain. J'ai résilié le bail. En un mois, la vitrine chic et élégante qui avait été le centre de son univers n'était plus qu'une coquille vide avec une pancarte en polaire dans la vitrine. Je n'ai pas fait de bénéfice. J'ai probablement perdu de l'argent, mais là n'était pas l'essentiel. L'essentiel était déconstruction. Le deuxième pilier de leur vie avait disparu. Phase 3, le chef-d'œuvre. Le bébé était né. Un garçon, ils l'ont appelé Caleb. Ma mère m'a appelé pour me l'annoncer, sa voix mêlant joie et culpabilité.
J'ai dit, c'est bien, et j'ai changé de sujet. L'arrivée de l'enfant n'avait rien changé pour moi. Ce n'était pas mon neveu. C'était un monument vivant et vivant de ma trahison. À ce stade, Léo et Claire étaient au plus bas. Il occupait un emploi sans avenir dans un café. Le loft de souvenirs amers. Elle était une mère à temps plein, sans revenus et sans perspective. Leur grande histoire d'amour était désormais enlisée dans la dure réalité des couches, des dettes et des déceptions. Ils étaient exactement là où je les voulais. Il était temps de passer à la phase finale de mon plan. Le chef-d'œuvre. Celui-ci était pour Léo. Il était conçu pour détruire non seulement ses finances ou son logement, mais l'essence même de ce qu'il croyait être, l'artiste. Je l'ai contacté. C'était la première fois que je prenais contact depuis près d'un an. Je l'ai envoyé. Un simple texto. Il faut qu'on parle de ton avenir. Il a accepté de me retrouver dans un bar neutre. Il avait l'air affreux. Il avait maigri et l'étincelle charismatique dans ses yeux avait disparu, remplacée par une rancœur sourde. « Que veux-tu, Ethan » a-t-il demandé, sans s'embarrasser de politesse. « Je veux t'aider » ai-je dit. Il a ricané. « Exact, comme tu m'as aidé pour l'avis d'expulsion. » C'était du business, Léo. C'est différent. J'ai réfléchi. J'ai été dur avec toi. Ce que tu as fait, c'était comme ça. Mais tu es toujours mon frère, et tu es un père maintenant. Tu ne peux pas servir des lattes toute ta vie. Tu es un artiste, un vrai. J'ai vu une lueur de son vieil ego s'enflammer. Il s'est redressé. Je veux financer une vraie exposition pour toi. Ai-je dit, laissant les mots s'exprimer. Une exposition personnelle. Je louerai un espace de galerie de premier ordre. Je paierai la restauration, la publicité, tout. J'inviterai tous les grands critiques et collectionneurs de la ville. C'est ta chance, Léo. Celle dont tu as toujours parlé. Prouver à tout le monde, te prouver à toi-même que tu as le talent. Il était méfiant, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que, dis-je en le regardant droit dans les yeux et en lui racontant le mensonge le plus convaincant de ma vie. C'est le fils de mon frère, et malgré tout, je ne veux pas qu'il grandisse avec un père qui a renoncé à ses rêves. Considère ça comme un cadeau. Pour Caleb, l'évocation de son fils a été l'accroche ultime. Cela lui a donné une noble raison d'accepter ma charité. Ce n'était pas pour lui. C'était pour son enfant. Il a accepté. Pendant les 3 mois qui ont suivi, je suis devenu la mécène idéale. J'ai été méticuleuse. J'ai trouvé la galerie la plus prisée du quartier des arts. J'ai engagé une agence de relations publiques. J'ai travaillé avec Léo pour sélectionner ses meilleures œuvres, une série de grandes toiles abstraites, sombres, complexes et, il faut l'admettre, visuellement époustouflantes. L'engouement a commencé à monter. Un article est paru dans le magazine culturel de la ville, Léo Morrison, une nouvelle force de l'expressionnisme abstrait, un premier solo parrainé par son frère, l'ingénieur et philanthrope Ethan Morrison. Je n'étais plus le méchant. J'étais le frère magnanime et indulgent, aidant mon frère cadet à trouver sa place pour la génération suivante. Mes parents étaient aux anges. Claire était, j'ai entendu dire, prudemment optimiste. C'était la fin. C'était leur chemin vers la légitimité. Le soir du vernissage fut un succès retentissant. La galerie était bondée. Le vin était cher. Les gens murmuraient à propos du coup de pinceau audacieux de Léo et de sa puissance émotionnelle brute. Des points rouges ont commencé à apparaître à côté des tableaux. Léo était dans son élément, tenant la cour, son bras autour de Claire, qui rayonnait. Il ressemblait à un couple puissant. Ils avaient gagné. À 21h, je me suis approché du micro. Merci à tous d'être venus, ai-je dit d'une voix chaleureuse et posée. Voir l'incroyable talent de mon frère enfin reconnu à cette échelle est l'un des moments de ma plus grande fierté. Il a une vision unique, une voix singulière qui, je le crois, laissera une empreinte durable dans le monde de l'art. Son œuvre est si singulière, si puissante qu'elle a traversé l'océan et inspiré un autre artiste, un homme qui jusqu'alors ignorait que son œuvre avait une jumelle. J'aimerais que vous souhaitiez la bienvenue à un brillant peintre venu tout droit de Lisbonne, au Portugal. Monsieur Julian Croft, ai-je fait signe vers le fond de la galerie. Un homme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et aux doigts tachés de peinture, s'est avancé. Il tenait un catalogue d'une petite exposition lisboète d'il y a 3 ans.
Sur la couverture se trouvait un tableau presque identique à la pièce maîtresse de l'exposition de Léo. Voyez-vous, pendant que je préparais l'exposition, j'avais aussi fait mes recherches. Léo n'était pas un génie. C'était un voleur. J'avais découvert l'œuvre de Julian Croft dans un obscur quartier d'art européen. Léo l'avait découverte aussi et avait systématiquement plagié son style, misant sur le fait que personne dans notre ville ne le saurait jamais. Julian marcha lentement vers le centre de la pièce, scrutant les toiles au mur du regard. Il regarda Léo, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse silencieuse. « Ce sont mes tableaux, dit-il d'une voix accentuée mais claire. C'est mon âme, mon œuvre, ma vie. » Comment ? Le silence était absolu. Tous les regards dans la salle allaient de Léo aux toiles, puis au Portugais discret qui tenait le catalogue. La critique d'art la plus en vue de la ville, une femme dont la critique pouvait faire ou défaire une carrière, se tenait au premier rang, bouche bée. Léo restait planté là, le visage figé par l'horreur. Le fondement même de son identité, la seule chose qu'il possédait que je n'avais pas, son âme d'artiste, se révélait être une imposture totale devant ceux-là même qu'il avait passé sa vie à essayer d'impressionner. Claire l'attrapa par le bras et tenta de l'éloigner en murmurant frénétiquement, mais il était trop tard. Le cauchemar des relations publiques avait commencé. Les téléphones étaient déjà décrochés, les murmures se transformant en rugissements. Je ne suis pas resté pour regarder la suite. Je me suis simplement dirigé vers Julian, lui ai serré la main et lui ai dit, « Je suis vraiment désolé. Laissez mon avocat s'occuper de tout. On va arranger ça. » J'avais déjà constitué un fonds pour l'indemniser intégralement et financer ses débuts américains. Je suis sorti dans la fraîcheur de la nuit. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas levé la main sur eux. Je n'avais ni crié ni menacé. J'avais simplement tendu un miroir et les avais forcés à se regarder. J'avais donné à Léo tout ce qu'il pensait avoir toujours désiré. Et ce faisant, je lui avais retiré la seule chose qu'il possédait vraiment, son mensonge. Mon projet était terminé. La structure qu'ils avaient construite n'était pas simplement déconstruite. C'était un tas de poussière. Et moi, j'étais enfin sur du solide.